Bienvenue de nouveau dans les vidéos de Crystal Clear Electronics. Nous allons maintenant continuer avec l'apprentissage des bases de l'informatique avec Subwatch Buyer. Commençons à programmer Subwatch. La parole est à vous. Merci. Je voudrais également accueillir nos spectateurs. Quand nous avons une tâche, nous savons généralement seulement ce que la machine doit faire. La façon dont la machine fait cela, c'est ce que nous devons comprendre, puis concevoir et lui indiquer. Mais comment disons-nous à la machine quoi faire? Les machines doivent avoir un ensemble d'instructions par lequel nous pouvons leur dire quoi faire et quand. Les machines voient le monde à travers des 1 et des 0, mais malheureusement, nous ne vivons pas dans le film Matrix pour le voir ainsi. Comment pouvons-nous dire aux machines quoi faire? Il est légèrement plus lisible pour l'œil humain si les instructions sont données sous forme de texte, et non avec des chiffres. L'une de ces formes s'appelle le langage d'assemblage, qui est concis et plus facile à comprendre pour les humains, car il utilise des mots anglais similaires pour les instructions. C'est un peu plus facile, mais vous obtiendriez quand même un ensemble d'instructions très long et détaillé qui serait assez difficile à suivre. Au lieu de cela, nous utilisons le langage de programmation C, car en C, nous pouvons exprimer nos instructions de manière beaucoup plus concise et simple. À partir de C, notre programme est converti en langage d'assemblage, puis en code machine. Avant de découvrir le langage C, il est important de clarifier certains concepts. Tout d'abord, l'algorithme est la solution à une tâche qui comprend les instructions à exécuter successivement. Regardons un exemple pour cela. L'algorithme pour faire un sandwich ressemblerait à ceci. Prenez une baguette de pain croustillante et dorée, puis coupez soigneusement une tranche épaisse à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Ensuite, prenez du beurre doux et crémeux et étalez-le généreusement sur la surface de la tranche de pain, en veillant à bien couvrir chaque coin. Après cela, sélectionnez du salami italien de qualité supérieure, connu pour son goût riche et épicé, et disposez-en plusieurs tranches fines sur le pain beurré. Enfin, prenez du fromage suisse, avec ses trous caractéristiques et sa saveur douce et légèrement noisettée, et placez-en une tranche par-dessus le salami, en vous assurant qu'il recouvre bien toute la surface. Vous êtes prêts? L'exemple simple montre que la séquence d'instructions constitue l'algorithme, et en suivant certaines étapes, nous pouvons préparer notre sandwich. Sobolk, j'ai l'impression qu'il y a certaines étapes qui ont été omises dans la préparation du sandwich. Par exemple, le pain multigrain est-il bon pour ça? Ou devrait-ce être un autre type? Peut-être. J'aurais dû déballer le beurre, trancher le salami et râper le fromage. C'est pourquoi je ne pense pas que le sandwich soit complet. Oui, c'est un point valide, mais cela dépend du type de langage de programmation que vous utilisez. Dans le soi-disant langage de programmation de type déclaratif, c'est l'ordinateur, et non nous, qui décide comment la tâche sera exécutée. Un tel langage est le langage SQL qui gère les bases de données, ou même le langage de la communication humaine. Ça a du sens. En fait, maintenant que j'y pense, je ne donne au chauffeur de taxi que la destination. Et je ne lui dis pas « Dites-lui où tourner à gauche et à droite » ou comment conduire sa voiture. Cependant, mon expérience me dit que les microcontrôleurs ne sont pas programmés de cette manière. C'est exact. Le langage de programmation C sera le langage de programmation du microcontrôleur. C'est ce que nous allons utiliser, dans lequel le programmeur dira au microcontrôleur quelles instructions exécuter, dans quel ordre, et en détail. Cela rend les langages déclaratifs beaucoup plus faciles à utiliser. Pourquoi ne les utilisons-nous pas partout? C'est vrai, les langages déclaratifs sont simples à utiliser, mais en même temps très orientés vers les objectifs. Par exemple, comme nous l'avons déjà mentionné, nous ne pouvons utiliser SQL que pour la gestion des bases de données. Ce n'est pas approprié pour nous, donc nous allons utiliser le langage C, beaucoup plus général, pour programmer les microcontrôleurs. Le prochain concept important est la variable. Nous pouvons stocker les valeurs utilisées dans le programme dans des variables afin de pouvoir les retrouver facilement plus tard et y faire référence. La valeur d'une variable n'est pas constante, comme son nom l'indique. Elle peut changer. Nous pouvons la lire et la réécrire. Presque chaque variable est d'un type, ce qui nous fournit deux choses. L'un est l'ensemble des valeurs que la variable peut avoir, et l'autre est les instructions que nous pouvons effectuer sur la variable. Un autre concept important est la syntaxe,
qui nous fournit les règles des éléments linguistiques auxquels nous devons prêter attention lors de la programmation. Les environnements de développement s'assurent que nous ne pouvons pas compiler du code avec une syntaxe incorrecte. Kornieset, un programme qui change le monde. Notre code est compilé lorsque l'environnement de développement, le compilateur, le trouve sans erreur. Le programme vous est présenté par Kornieset Change le monde. Nous sommes arrivés au point où nous pouvons commencer à apprendre un langage de programmation. Le langage C a un système de type statique, ce qui signifie que nous devons indiquer les différents types de toutes les variables que nous voulons utiliser. Donc, lorsque vous créez une variable, vous devez indiquer son type, son nom, puis vous pouvez lui donner une valeur initiale, en d'autres termes, l'initialiser. L'initialisation, pas obligatoire. Dans l'exemple un int entier brièvement, les différents types seront discutés plus en détail plus tard. Une variable sera créée appelée A, et une autre avec le nom pomme, et nous leur donnerons aussi une valeur initiale. À la fin de la ligne, nous devons utiliser un point-virgule pour indiquer la fin d'une instruction. Dans cet exemple, le type int est aussi un mot-clé. Nous pouvons utiliser des mots-clés pour faire référence à différents éléments du langage. Il est important de choisir un nom pour la variable qui fait référence à l'objectif pour lequel elle a été créée. Et l'autre. Par exemple, il est conseillé de créer une variable qui contient la longueur du rayon du cercle, comme int rayon ou int grand r. Donc, nous saurons certainement plus tard ce que cela signifie. Sobolk. En plus des entiers, quel autre type existe si je veux stocker un nombre fractionnaire ou un autre type de valeur? Comment puis-je faire ça? Et qu'est-ce qu'on peut exactement stocker dans chaque type? Dans l'exemple précédent, nous avons déjà vu le type int. Sa taille est généralement de 32 bits sur un PC, ce qui signifie que sa plage de valeur s'étend. -2 à la puissance 31 à 2 à la puissance 31-1. Nos variables sont signées par défaut, c'est aussi un mot-clé. Mais si nous voulons les créer sans signe, nous devons mettre le mot-clé unsigned devant le type. Alors, sa plage de valeur s'étend de 0 à 2 à la puissance 32-1. Il est créé comme ça. L'entier a aussi une version plus courte de 16 bits, une version plus longue de 64 bits. Le mot-clé pour le premier est court, tandis que pour le second, il est long. Le prochain type important est char, qui est utilisé pour stocker des caractères. C'est une variable de 8 bits, donc sa plage de valeur peut aller de -128 à 127 en cas de signe, tandis qu'en cas de non signé, elle va de 0 à 255. Les caractères peuvent être spécifiés entre des apostrophes, comme ceci. Comme nous l'avons vu, ces types sont des valeurs à point fixe. Pour les nombres à virgule flottante, les types float et double sont utilisés. Ceux-ci sont utilisés pour les fractions. Le float a une précision de 6 décimales, tandis que le double a une précision de 15 décimales. Bien sûr, le besoin de stocker un double est donc plus élevé, 64 bits, tandis que le type float est stocké sur 32 bits. Ils sont créés comme ça. Le tableau suivant résume les types de base dans le langage C. Nous avons mis en évidence juste quelques éléments du tableau. Le type entier fréquemment utilisé, ou variable int, est montré dans la troisième colonne et nécessite 32 bits. Nous utilisons souvent le type double, qui a une plage de valeur allant de -1,7, multiplié par 10 308 jusqu'à 1,7, multiplié par 10 308, ce qui bien sûr nécessite 64 bits, mais à une précision de 15 décimales. Nous avons besoin de 64 bits, mais cela nous donne 15 dixièmes précis. Pièce. Bien sûr, il y en a... Bien sûr, il existe d'autres types, mais pour les utiliser, nous devons assigner un fichier externe à notre programme. Par exemple, le type bool, qui contient vrai et faux dans sa plage de valeur. Pour les utiliser... Pour les variables logiques, nous devons inclure le fichier stdbool.h, fichier à notre programme. Il est recommandé d'utiliser ce type. Plus loin, vous pouvez trouver des types comme int8, _t,
Ne soyez pas effrayés par cela. Cela signifie simplement qu'il s'agit d'une variable entière non signée, de 8 bits. Dans de nombreux cas, nous n'avons pas besoin de la plage de couverture de 32 bits, une fraction de cela suffit. Donc nous pouvons gérer notre mémoire de manière efficace, ce qui est très important, surtout dans le cas d'un microcontrôleur. Mais que faire si par exemple je veux stocker beaucoup de données liées entre elles? Devrais-je créer une variable pour chacun? Ce serait assez peu pratique. C'est pourquoi nous avons des tableaux. Vous pouvez stocker plusieurs valeurs du même type dans un seul tableau. Nous devons indiquer combien d'éléments il peut stocker au maximum pour les créer, comme int zone3, donc notre variable appelée area. Pourra stocker 3 valeurs entières. Nous pouvons nous référer aux éléments individuels par leur index, c'est-à-dire leur numéro de série. Le premier élément de notre tableau est l'élément avec l'index 0, car généralement le premier élément en informatique a l'index 0, tandis que le troisième élément obtient le deuxième index, comme. Nous avons vu comment nous pouvons stocker des caractères, mais il serait peu pratique qu'un texte soit donné caractère par caractère. Donc, nous pouvons facilement stocker des textes dans des chaînes. Les chaînes ressemblent au tableau, en gros. Les caractères sont stockés dans un tableau, sauf que le dernier élément des chaînes sera toujours un \0, ce qui indiquera la fin de la chaîne. Nous pouvons créer une chaîne comme ça. Plus tard, press stringer. Nous ne voulons peut-être pas modifier, changer la valeur d'une variable, donc nous voulons la rendre constante. Nous avons la possibilité, avec le mot-clé const, nous pouvons faire cela lors de la création d'une variable, par exemple. Dans ce cas, il est important de lui donner une valeur lors de la création d'une constante, car nous ne pouvons pas le faire plus tard. Les compilateurs C ont également une fonction d'optimisation. Alors, où peuvent-ils le faire? Ils optimisent notre code, le simplifient et le rendent plus efficace. Nous pouvons choisir nous-mêmes le degré d'optimisation, ou nous pouvons même l'éteindre. L'optimisation fonctionne parfois contre nous. Par exemple, après avoir activé l'optimisation, un code qui fonctionnait auparavant ne se comporte soudainement plus comme prévu. Le compilateur et donc l'optimisation ne fonctionnent que dans un fichier à la fois. Un des exemples les plus simples de cela est que si une variable ne peut pas être modifiée dans un fichier, alors le compilateur la remplace par une constante pour optimiser le code. Cela, à son tour, entraîne une opération incorrecte, si la valeur de la variable peut être modifiée dans un autre fichier. Dans de tels cas, nous devons indiquer cela au compilateur, ce que nous pouvons faire avec le mot-clé volatile avant le type de la variable. C'était une présentation très détaillée, merci beaucoup. Mais je suis sûr, les spectateurs sont curieux de savoir ce que nous pouvons faire avec ces variables et comment nous pouvons les utiliser en programmation. N'est-ce pas? Nous pouvons effectuer différentes opérations sur les variables, nous les appelons des expressions, et ensuite cet ensemble d'expressions détermine comment le programme fonctionne. Regardons-en quelques-uns. Nous pouvons décrire une expression par des opérateurs ou des signes opérationnels. Le tableau suivant montre quelques exemples de ces expressions. Regardons le du milieu. 2 fois 3 plus. La valeur de l'expression est 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos opérandes sont 2, 3 et 1, et les opérateurs sont la multiplication, l'addition, les parenthèses. Il existe de nombreux types d'opérateurs, et entre eux, il y a un ordre des opérations. Tout comme en mathématiques, c'est ce qu'on appelle la priorité des opérateurs. Le tableau suivant montre les opérateurs du langage C. Nous allons mettre en avant seulement quelques éléments du tableau ici. Vous pouvez voir les opérations et, XOR, que nous avons vues plus tôt, et vous pouvez voir qu'il existe une version bit à bit et une version logique de celle-ci. Il est important de souligner que l'attribution de valeurs aux variables peut se faire avec les opérateurs d'affectation. Mais ne soyez pas effrayés par la variété des opérateurs. Ceux-ci deviendront plus clairs à mesure que vous utiliserez le C. Nous avons parcouru les types de base du langage de programmation C et ses opérateurs ou opérations. Cela conclut la deuxième vidéo du 10e chapitre, et nous allons continuer avec les instructions du langage C, en apprenant sur les branches, les boucles et les fonctions. À bientôt! Au revoir.